Joining us for our second. Bienvenue pour cette deuxième heure. Nous avons avec nous Bruce Pardee, professeur à la faculté de droit de l'Université Queen's et du Centre de Justice Center for Constitutional Freedoms, Jay Cameron, avocat et procureur, et pour les droits des femmes du Québec, Michèle Sirois, présidente du groupe, Diane Guilbeault, vice-présidente, et Lynn Jubinville, trésorière et webmestre. J'espère que j'ai bien prononcé vos noms. Vous avez jusqu'à 5 minutes pour votre exposé. Madame Sirois, vous avez la parole en premier. Honorables sénatrices et sénateurs, merci de nous avoir invités à témoigner sur le projet de loi C-16. Comme citoyennes et comme féministes, nous sommes convaincus qu'il faut lutter contre les discriminations. Mais C-16 n'ajoute rien à la protection des droits de des personnes transgenres. Par contre, C-16 aura comme conséquence d'éliminer ou d'affaiblir des droits reconnus aux femmes, ce qui est inacceptable dans une société qui s'est engagée formellement à défendre ses droits. C'est pourquoi nous demandons une analyse comparative selon les sexes avant l'adoption de la loi. D'abord, nous aimerions préciser ce que nous entendons par les mots « genre » et « sexe ». Dans le cadre de ce projet de loi qui parle d'identité de genre, une telle distinction est absolument essentielle. Le sexe réfère aux caractéristiques biologiques qui différencient les hommes et les femmes, comme le souligne Conditions féminines Canada et toutes les organisations qui ont des responsabilités en matière d'égalité entre les sexes. Toutes constatent qu'il y a deux sexes. Le genre réfère aux attributs dits féminins et masculins définis par le discours social, la culture et l'histoire. C'est donc un construit social. Et c'est ce dont il est question quand on parle de stéréotypes de genre. À la lumière de ces définitions, on peut se demander par quel artifice on en est venu à considérer qu'un changement de genre équivaut à un changement de sexe, ce qui est impossible. Maintenant, en quoi le projet de loi C-16 remet-il en question des droits chèrement acquis par les femmes au cours du dernier demi-siècle? Donnons quelques exemples. Premier exemple, dans le domaine du sport. En mars 2017, un haltérophile remportait le championnat international féminin d'haltérophilie, délogeant la médaillée d'or de Rio. Jusqu'à l'an dernier, il compétitionnait du côté des hommes. Cette année, il s'est présenté comme transgenre et a donc été autorisé à se mesurer aux femmes. Les nouvelles normes de le CIO a adoptées très discrètement en 2016 permettent à des hommes qui se disent transgenres de se présenter comme des athlètes féminines si leur taux de testostérone ne dépasse pas 10 nanomoles par litre de sang, à savoir 3 à 4 fois plus que le taux des femmes ayant le plus haut taux de testostérone. Sans parler de la masse musculaire des athlètes mâles transgenres qui leur donne un avantage disproportionné par rapport aux femmes. Est-ce que cela veut dire que dorénavant, on triplerait le taux de testostérone acceptable chez les femmes, et cela avec les incitations au dopage que cela comporte? La participation croissante d'hommes qui se disent transgenres au sport féminin met en péril les chances des jeunes filles et des femmes de gagner des épreuves sportives, et ce, à tous les niveaux de compétition. Les femmes ont donc toutes les raisons de contester l'arrivée d'athlètes de sexe masculin dans leur compétition. Et avec C-16, cette contestation deviendra difficile puisque les équipes féminines seront exposées à des poursuites. Est-ce équitable pour les femmes qui se sont battues pendant des décennies pour pouvoir faire du sport et participer aux Jeux olympiques? Au niveau des prisons, tout le monde se rappelle le colonel Russell Williams, reconnu coupable de 82 accusations, dont 2 meurtres de femmes et de plusieurs agressions sexuelles. Le colonel Williams aimait se photographier dans les sous-vêtements de ses victimes après ses crimes. Pourquoi ne déciderait-il pas qu'il serait mieux dans une prison pour femmes? D'ailleurs, l'Association britannique des spécialistes de l'identité de genre a prévenu le gouvernement anglais qu'il fallait être très prudent face à ces demandes de transfert sur la base de l'identité de genre. Parce que, disent-ils, preuve à l'appui, un nombre croissant de prédateurs sexuels invoquent leur identité de genre, qu'elle soit avérée ou non, pour demander un transfert dans une prison pour femmes. Quand rien ne vient cadrer cette identité de genre, que reste-t-il aux autorités pénitentiaires pour refuser un tel transfert? Or, C-16 ne prévoit aucune balise à ce titre. Quant aux enfants,
Concernant les enfants, le projet de loi C-16, en banalisant le changement d'identité de genre sans la définir, ouvre la porte aux pires dérives. On assiste à une augmentation fulgurante des demandes de changement de genre de la part d'enfants qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre. Par exemple, les petits garçons qui aiment les robes de princesse ou des adolescentes mal à l'aise avec leurs seins. Les études sont pourtant claires. Plus de 80% des enfants qui présentent une dysphorie du genre deviennent des adultes confortables dans leur corps. Il y a beaucoup d'homophobie sous-jacente à cette volonté de traiter des enfants dont plusieurs sont possiblement gays, mais dont l'entourage préfère dire qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Les mutilations, comme les mastectomies sur les adolescentes, l'administration de bloqueurs de puberté et la prise d'hormones à vie peuvent avoir comme effet la stérilisation. Concluez, s'il vous plaît. Des mutilations, castrations chimiques. Comment cela pourrait-il être dans le meilleur intérêt des enfants? Merci de votre attention. Merci. We will now move to... Merci. Des libertés de la personne. Non, deuxième ronde, la sénatrice Batters. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins. J'aimerais poser une question à l'une des femmes de l'Association pour les droits des femmes du Québec. Selon vous, quelles seront les répercussions sur les espaces libres pour les femmes? La reconnaissance de l'identité de genre permet à un homme qui se sent femme d'entrer dans des espaces qui étaient réservés aux femmes sur la base du sexe. Les femmes ont mis beaucoup de temps à obtenir des protections, non pas sur la base du genre, mais sur la base du sexe. Dans la discussion sur ce sujet, il y a beaucoup de confusion entre les deux termes, particulièrement en anglais, où souvent on utilise le mot gender à la place du mot sexe. En français, on utilise de façon différente et nous avons utilisé les mots et les termes tels que le gouvernement du Canada officiellement le fait, et de même que toutes les organisations qui se penchent sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a des droits qui sont basés sur le sexe des femmes et non pas sur leur genre. Ce n'est pas parce que des femmes portent des souliers ou s'habillent de telle façon ou sont soumises ou donc les stéréotypes de genre. Ce n'est pas pour ça qu'elles ont besoin d'espaces séparés, c'est pour leur protection. On a présenté dans le PowerPoint qu'on a remis à chaque personne présente des statistiques sur la violence faite aux femmes. Cette violence masculine, hélas, elle existe. Et il y a des protections qui ont été accordées aux femmes qui sont les principales victimes de cette violence masculine. Les chiffres de Statistique Canada le confirment, la violence contre les femmes est bien présente et les femmes ont donc des raisons précises et avérées de s'assurer de leur sécurité. Et le gouvernement du Canada, encore récemment, par le biais de sa ministre de la Condition féminine, s'est engagé à prévenir la violence contre les femmes lors de sa déclaration à l'ONU le 15 mars dernier. À partir du moment où le concept d'identité de genre, qui n'est pas défini comme on l'a vu tout à l'heure, et qui est très subjectif et qui est non vérifiable, ça veut dire que n'importe quel homme peut invoquer une identité de genre pour pénétrer dans des espaces sécuritaires pour les femmes, espaces basés sur le sexe. Si on reconnaît l'identité de genre comme étant l'équivalent du sexe, bien, on vient d'effacer les protections basées sur le sexe. Et évidemment, c'est une préoccupation. On a fait deux exemples avec les prisons et avec les sports, où les différences physiques, notamment dans les sports, sont évidentes. Même Serena Williams, une grande championne de tennis, il n'y en a pas de meilleure, dit elle-même qu'elle ne pourrait pas battre les 100 meilleurs joueurs de tennis. Donc, quand on arrive dans la compétition sportive, on s'aperçoit que les différences basées sur le sexe sont importantes et les nier, c'est nier les droits des femmes. Et on a un gouvernement qui s'est quand même engagé depuis la signature de la CEDEF en 82, la Convention pour l'élimination des discriminations à l'endroit des femmes. Il s'est engagé à lutter contre les discriminations faites aux femmes et à lutter pour leur égalité. Et leur égalité, ça signifie excusez-moi, de protéger les espaces qui leur sont accordés sur la base du sexe,
de protéger des programmes, comme par exemple l'accès à des postes de pouvoir. Il y a des programmes dans les différentes provinces comme au Canada pour essayer d'augmenter la participation des femmes dans des lieux de pouvoir. Il y a des programmes aussi pour les vestiaires, des endroits sécuritaires pour les femmes. Et dans les prisons, eh bien là aussi, c'est un problème qui se pose parce qu'on a des détenus masculins qui ont été reconnus coupables de violences sexuelles à l'endroit des femmes. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Il n'y a rien qui les empêche d'invoquer une identité de genre pour demander un transfert dans les prisons de femmes. Et en Grande-Bretagne, où on a étudié un projet de loi similaire à C16, c'est exactement ce que l'Association des spécialistes du genre est venue dire après avoir étudié des détenus, la demande des détenus qui demandaient à être transférés dans une prison pour femmes. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont en prison pour 20 ans, 25 ans, 30 ans. Alors, il n'y a rien qui empêche ces détenus qui ont été reconnus coupables de violence de demander un transfert. Et à ce moment-là, ce sont les femmes dans les prisons qu'on met en danger. Alors nous, ça nous préoccupe de voir que depuis le début, je vous remercie de votre question, mais la question des femmes, notamment au débat à la Chambre des communes, a été absolument Malheureusement, je dois vous interrompre. Une dernière question très brève du sénateur Gold. Dernière question. Est-ce que la solution de vos préoccupations, que je comprends et je respecte, est-ce que c'est d'éliminer la protection contre la discrimination pour les transgenres ou de reconnaître qu'il y a des contextes, peut-être les deux et d'autres que vous avez soulignés, dans les contextes dans lesquels une discrimination, entre guillemets, serait raisonnable compte tenu du besoin de la protection des femmes ou les différences physiques ou peu importe. En 2013, le président de la Commission canadienne des droits de la personne avait affirmé que les droits des personnes transgenres étaient déjà protégés par les chartes et que la Commission recevait déjà des plaintes et traitait des plaintes donc pour discrimination contre les personnes transgenres. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Nous pensons qu'il faut effectivement protéger les personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre associés à leur sexe de naissance. Ces personnes-là ne devraient pas perdre leur emploi, ne devraient pas être discriminées. Ce sur quoi nous posons des questions, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des balises à poser? Et à partir du moment où ce sont des protections basées sur le sexe, est-ce que l'identité de genre devient automatiquement synonyme d'un changement de sexe? On peut faire un changement de genre. Ça, c'est évident. Il y en a plein qui le font. Mais le changement de sexe, ça ne se fait pas. Biologiquement, ça ne se fait pas. Alors, dans certaines circonstances, l'appartenance à un sexe, le sexe féminin, parce que c'est là que les dangers se posent, c'est important de les respecter. Et pour en avoir le cœur net, nous, on a demandé déjà au moment de l'adoption du projet de loi par le gouvernement de faire une analyse comparative selon les sexes. C'est un engagement du gouvernement du Canada de s'assurer, avant d'adopter un projet de loi, que la loi ne va pas brimer les droits des femmes et qu'elle va au contraire favoriser éventuellement les droits des femmes. Alors, nous, notre quête principale, c'est que cette analyse comparative selon les sexes, telle que le rappelait d'ailleurs le vérificateur général en 2016, c'est que cette analyse soit faite et qu'on puisse jauger là où, effectivement, il pourrait y avoir des différences d'application pour assurer les droits des femmes, notamment leur droit à la sécurité. Okay, thank you. Witnesses. Merci. Merci à tous nos témoins de leur présence aujourd'hui. Merci d'avoir aidé ce comité dans son étude du projet de loi C16. La séance est levée.